Bonjour, c'est Frédéric pour Road Story. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire un article de Raphaël, Comment la Lotus 7 est devenue une Caterham. Véhicule à très forte personnalité, au même titre qu'une Porsche 911 ou qu'une Fiat 500, la Lotus 7 s'est peu à peu imposée dans le cercle des voitures mythiques. En plus de 60 ans d'existence, cette Lotus qui est devenue une Caterham représente la liberté et le plaisir de conduire. Retour sur l'histoire d'un modèle qui ne rentre dans aucune case. En octobre 1957, au moment où Lotus lance sa routière Elite, le constructeur britannique dévoile aussi une nouvelle voiture de sport succédant à la Mark VI, la 7. Le châssis tubulaire est dérivé de l'Eleven et assemblé avec des tubes d'1 pouce de diamètre. Le train avant à triangle superposé et les amortisseurs à ressort sont repris de la monoplace 12. Le train arrière, quant à lui, utilise un pont rigide pour des questions de coût. La carrosserie est réalisée entièrement en aluminium, sans portière. La célèbre citation de Colin Chapman prend alors tout son sens, « Light is right », que l'on pourrait adapter en français en « Le poids, c'est l'ennemi ». Sous le capot, la 7 de série abandonne le moteur Coventry Climax du prototype au profit d'un modeste bloc Ford 100E de 1172 cm3 promettant 40 chevaux. Lors de sa sortie, la presse voit en la 7 une véritable voiture de course. En dépit du manque de puissance, de nombreux propriétaires engagent leurs autos pour des manches de la 750 Motor Club. Cette demande de la part des pilotes est telle que Lotus dévoile en 1958 le type 7C, alias la Super 7. Cette fois-ci, le Coventry Climax est bien de retour et délivre 75 chevaux. Près de 100 unités seront vendues malgré la hausse du prix du kit à 892 livres. L'année suivante, en 1959, Lotus arrête d'assembler les 7. Désormais, elles seront vendues exclusivement en kit. Les Lotus Center, concessionnaires habilités par l'usine, se chargeront d'assembler, préparer et vendre les véhicules. En 1960, Colin Chapman décide de simplifier le châssis. En production, la S1 était onéreuse, en temps et en matériaux. Colin retire quelques tubes, jugeant que leur suppression n'allait pas venir fragiliser l'ensemble du châssis. La S2 était née. Sur le nez et les ailes avant, l'aluminium est remplacé par de la fibre de verre teintée dans la masse. Ces modifications permettent de réduire le coût de revient et donc de diminuer le prix de vente qui passe alors sous la barre des 500 livres. Les suspensions sont revues et corrigées, tout comme le diamètre des roues, ramené de 15 à 13 pouces. Les équipements se multiplient. Dorénavant, les 7 sont vendus avec une capote, une roue de secours et même des essuie-glaces. Toujours dans un objectif de réduction des coûts, plusieurs composants sont repris sur la triomphérale, par exemple la direction, le train avant. La mécanique de la S2 reste très sensiblement la même que celle de la S1, à l'exception du bloc Coventry Climax. C'est à présent le moteur 105E de la Ford Anglia qui offre une puissance d'environ 50 chevaux. Dès 61, une autre Super 7 voit le jour, équipée cette fois-ci du bloc 109E de la Ford Consul classique. Passé chez Cosworth, il délivre 85 chevaux. L'année suivante, le moteur de la S2 fait son apparition, le Ford 116E, surnommé Pre-Crossflow, qui transmet ses 66 chevaux via un carburateur Weber et une boîte de vitesse de Cortina. Si l'histoire ne retient qu'une seule S2, c'est l'exemplaire vert à nez jaune immatriculé KAR 120C. Son apparition aux côtés de Patrick McGowan dans la série The Prisoner, le prisonnier, donne un coup de pouce non négligeable aux ventes de 1965. Dans un épisode, son personnage, le fameux numéro 6, explique même que c'est lui qui l'a assemblé de ses propres mains et cite divers détails sur le véhicule que lui seul peut connaître. Une publicité indirecte qui a encore des retombées sur la diffusion de la 7 aujourd'hui, tant la Lotus est symbole de liberté et d'hédonisme. L'année suivante, Lotus déménage pour s'installer à Ethel, où la marque est toujours basée aujourd'hui. En parallèle des concessionnaires Lotus Center, la maison mère décide de vendre directement ses kits à ses clients. De cette mise en concurrence, un centre se détache des autres, Caterham Cars. Pour se démarquer, cette concession innove en proposant des motorisations inédites. Chapman, impressionné, vend alors l'exclusivité de la diffusion des 7 en Angleterre à Caterham en 1967. Seulement quelques semaines après avoir emménagé dans ses nouveaux locaux, le constructeur annonce l'arrêt de la 7 en raison d'un manque de rentabilité de ce produit. Mais Caterham Cars est là. Un certain Graham Nerd, son propriétaire, sauve la 7 avec une commande en bloc de 20 modèles. Cette rentrée d'argent non négligeable permet à Lotus de reprendre la production de la 7 début 68. Connue en tant que série 2,5,
Ces exemplaires développent 84 chevaux grâce au moteur 1600 cm3 Ford. Entre 60 et 68, la S2 sera produite à 1310 exemplaires, toutes versions confondues, avant de laisser place à la S3. La 7S3 entre en production dès 68 sous l'impulsion de Graham Nairn. Il fallait alors améliorer la S2 en optant pour des mécaniques plus puissantes. Le nouveau pont arrière est repris au Ford Escort Mexico, jugé plus fiable et plus apte à encaisser la puissance. Le train avant est renforcé et des freins à disque plus grands sont installés. La 7 abandonne alors ses ailes arrière bombées au profit de modèles plats recouvrant les pneus. De nouveaux éléments de confort font également leur apparition de série. Tapis de sol, compte-tours, jauge à essence et même des portières. Par contre, les ceintures de sécurité, les roues Lotus en alliage, le radiateur d'huile, l'arceau, la peinture métallisée et la conduite à gauche sont quant à eux disponibles en option. La production cesse en novembre 69, après environ 350 exemplaires assemblés. Fin 69, Lotus abandonne la fabrication de la S3. Celle-ci sera alors reprise par Caterham en 73, qui la commercialisera sous sa propre marque. Retournons quelques mois avant l'arrêt de la S3. En janvier 69, Lotus fait appel à Holbay Engineering pour augmenter la puissance du bloc 1600 cm3 d'origine Ford. Une culasse retravaillée, un arbre à cam pointu, des pistons Hippolyte, un équilibrage du vilebrequin et 2 carburateurs Weber permettent à la 7S de délivrer 120 chevaux, pour une vitesse de pointe de 172 km/h. Un seul exemplaire de Super 7 Holbay S fut assemblé pour servir de véhicule publicitaire. Fini en Regal Red métallique, couleur inspirée du catalogue Rolls-Royce, il fut exposé lors du Sports Car Show de Londres 69. Il était d'ailleurs en vente en Angleterre il y a quelques semaines chez Hexagon Classics. Un projet qui ne restera pas sans lendemain puisqu'il donnera naissance au Graal des Seven, la S Twin Cam. Lotus ne souhaitant pas installer le bloc moteur de l'élan dans sa Seven, plusieurs propriétaires font la modification de leur côté. Ce qui convainc finalement le petit constructeur de lancer en série limitée une version encore plus puissante et exclusive. La fameuse 7SS développe 125 chevaux et n'a officiellement été assemblée qu'à 13 exemplaires, ce qui en fait aujourd'hui la plus chère et la plus prisée des collectionneurs. Voilà. En espérant que ce récit vous aura plu, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur Road Story pour bien d'autres histoires.